Voilà, bonsoir à tous. Bonjour à ceux qui sont dans l'heure des États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes 22 février 2026. Voilà, j'avais annoncé que aujourd'hui, le mois Cheikh Anta Diop, le mois de février, je vais faire un direct pour parler de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, de toutes ces actualités en Afrique et voir comment, en tout cas, le monde évolue et quelle est la responsabilité de l'Afrique. Je parle de moi, Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop est décédé le 7 février 86, donc dire que Cheikh Anta Diop est monté au ciel, il a rejoint les ancêtres. Aujourd'hui, il faut dire qu'avant que je ne vienne ici, je profite de cette émission aussi pour rendre un grand hommage à celui-là que j'appelle affectueusement mon maître, à savoir Osiris Issouf Sawadogo, qui était journaliste à Radio Burkina et aussi à Radio Jeunesse. Il était aussi le président de la génération Cheikh Anta Diop, cette association-là qui militait pour l'œuvre de Cheikh Anta Diop et le panafricanisme. Donc, je rends un hommage à Osiris Issouf Sawadogo parce que si vous voyez aujourd'hui au Burkina, il y a en tout cas cet engouement pour la culture. On doit quelque part rendre hommage à Osiris Issouf Sawadogo et à ses camarades de lutte qui ont, à travers la génération Cheikh Anta Diop, sémé ces graines. Donc, de son vivant, et avec la génération Cheikh Anta Diop, tous les mois de février, on avait l'habitude d'organiser tout le mois de février des activités scientifiques, culturelles, en tout cas pour parler de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, le situer dans son contexte et voir aussi les perspectives que cette œuvre nous donne. Donc, le mois de février, c'était un mois très busy, je dirais, on était très occupés pendant ce mois de février pour, en tout cas, mener le combat pour Cheikh Anta Diop et pour l'Afrique. Il faut dire aussi que le mois de février, c'est ce qu'on appelle aussi aux États-Unis et au Canada, ce qu'on appelle Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Il faut rappeler aussi que pourquoi ils sont arrivés à ces mois, parce que vu du contexte de l'esclavage, les Africains, les Noirs, étaient considérés comme des animaux, ils n'ont pas d'histoire, les Noirs ne sont rien. Donc, vu la ségrégation, vu le racisme, des militants noirs africains et des militants afro-américains vont en tout cas vont lutter pour que, en tout cas, on parle de l'histoire de l'Afrique. On parle de l'histoire des Africains en Amérique. Parce qu'ils étaient considérés comme des bêtes de somme, ils n'étaient rien. Donc, ce n'est pas des humains. Et à travers des luttes, ils arriveront à obtenir ce mois de février comme mois dédié à l'histoire des Noirs. Et aussi, il faut dire que ces luttes n'ont pas été, des gens ont été emprisonnés, des gens sont morts pour que l'Afrique, en tout cas, parle de son histoire, de sa culture. Et à ce niveau, c'est ça qui a amené le président Lula à son premier mandat, en son temps. Il a institué au Brésil une loi qui rend obligatoire l'histoire de l'enseignement, l'enseignement de l'histoire de l'Afrique au Brésil. Donc, le Brésil est allé plus loin. Et aujourd'hui, contrairement à certains pays en Amérique, l'histoire des Noirs n'est pas aussi enseignée. Voilà, même si on en parle, même si les gens écrivent. Mais au Brésil, Lula avait pris une loi en son temps. Et il faut savoir aussi que le Brésil, c'est le premier État noir dans le monde. Et on pense que c'est le Nigeria. Non, il y a plus de Noirs au Brésil que de Noirs au Nigeria. Donc c'est un pays qui intéresse beaucoup l'Afrique. C'est un pays qui est vraiment orienté vers l'Afrique. Et je dois vous dire que le Brésil a voulu même traduire. Et le livre « À quand l'Afrique » de Kizerbo a été traduit en espagnol du fait que les Brésiliens veulent connaître l'histoire de l'Afrique et une personnalité scientifique comme Joseph Kizerbo
ne peut pas ne pas s'intéresser à son œuvre. Donc, voici un peu résumé ce mois de février, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous donne comme interpellation. Maintenant, c'est pourquoi je voulais parler aujourd'hui. Je vais aller sur la base de 3 actualités. Et tout ça pour nous amener à l'œuvre de Cheikh Anta Diop dont on va parler aujourd'hui. Quand vous prenez dans l'actualité, vous avez vu il n'y a pas longtemps, le président américain Donald Trump, sur sa page de réseau social, avait présenté le président Barack Obama et son épouse en singe. Et ce qui a suscité beaucoup de tollé ici aux États-Unis. Et si c'était des enfants, on pouvait croire que non, c'est des enfants, ils ne comprennent pas. Mais c'est le président des États-Unis lui-même, sa page. Et ça a été un problème qui a été traité à la Maison-Blanche. Au XXIe siècle, malgré tout ce qu'on a aujourd'hui comme connaissance, si on continue de considérer le racisme comme, en tout cas, une culture, et qu'on puisse traiter le président Obama comme tel, et il y a de quoi réfléchir. Pourquoi? Parce que le président Barack Obama, c'est le président qui a sauvé l'honneur des États-Unis. L'histoire ne le dira pas aujourd'hui, mais je l'ai dit, l'histoire retiendra 100 ans, 1000 ans après que c'est le président qui a ramené l'humanité, la confiance aux États-Unis. Parce que quand le président Barack Obama prenait le pouvoir, l'Amérique était par terre. Parce que le président George Bush a ouvert des guerres partout. Tout le monde voyait l'Amérique comme un monstre. Tout le monde avait peur de l'Amérique, comme l'Europe avait peur de l'armée de Napoléon et de Napoléon lui-même. Parce que Napoléon brûlait tout. Même à l'intérieur de la France, les jeunes s'arrachaient les pouces, s'arrachaient les dents pour ne pas être enrôlés dans l'armée. Mais quand Barack Obama est arrivé, on a vu comment l'Amérique, tout le monde a aimé l'Amérique. Partout où il passait, il drainait la foule. On a vu comment Barack Obama a pu amener l'Amérique au rang des nations respectables. Et grâce à lui, beaucoup de pays ont eu confiance en Amérique, comme l'Iran, qui avait accepté en son temps signer un accord avec les États-Unis. Mais quand le président Trump est venu, on a vu ce qui s'est passé, c'est des faits. Et aujourd'hui, quand vous regardez qu'on traite le président américain, l'ancien président Barack Obama et son époux de la sorte, au XXIe siècle, ça doit intéresser les Africains. Et vous avez remarqué comme d'habitude, ça n'a pas intéressé la presse africaine. Malheureusement, dans l'espace AES, malgré qu'on a lutté pour que l'AES se dote des médias, ces médias-là ne sont pas pour le moment à la hauteur de nos attentes. On s'attendait à voir que les médias africains, l'AES particulièrement, traitent de ces sujets comme il se devait. Mais on a laissé le problème là en Amérique comme ça, alors que ça intéresse les Africains. Mais comment les Européens sont devenus des racistes? Et comment un président américain, après l'esclavage, c'est le racisme qui continue d'émailler l'histoire des États-Unis. On a vu la guerre de sécession, c'est à cause des Noirs. On a vu l'assassinat de Lincoln, c'est à cause des Noirs. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause des Noirs. Mais il faut être aussi européen, il faut être aussi américain, il faut être aussi blanc, la civilisation occidentale, pour ne pas respecter les Africains. Les Noirs ont travaillé gratuitement pour les États-Unis. Aucune indemnisation. Même l'école, le travail, le crédit, ils n'avaient droit à rien après leur libération. Mais ce que l'Amérique, l'État américain, le gouvernement américain pouvait faire pour respecter les Noirs, c'est de les reconnaître, c'est de vraiment les considérer comme partie intégrante de l'État américain, de la nation américaine. Mais malheureusement, on voit que les États-Unis ne sont pas encore guéris du racisme. Malgré que les Noirs ont travaillé gratuitement et après sans indemnisation, mais les États-Unis aujourd'hui distribuent de l'argent. Mais à l'intérieur, il n'y a pas eu de programme, même pour penser ces plaies. Ça, c'est un problème civilisationnel, culturel, et c'est pourquoi je prends ça comme actualité. Vous prenez aussi les guerres en Afrique. Regardez actuellement, tous les pays africains sont en conflit. Tous les pays africains sont en conflit. Et actuellement, il faut prier la terre africaine, nos ancêtres et Dieu, et pour que vraiment on puisse avoir, comment on appelle, on puisse éviter une guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Est-ce que vous comprenez? Parce que actuellement, quand vous regardez, l'Éthiopie et l'Érythrée
sont en train d'aller vers une autre confrontation. Et imaginez-vous combien de milliers de morts qu'on va encore connaître entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est la question de l'histoire et de la culture. L'Éthiopie, qui est une entité indépendante, ils se sont mis ensemble pour vaincre l'Italie. Mais aujourd'hui, du fait de manque de connaissance de l'histoire et de notre culture, voilà que l'Éthiopie et l'Érythrée vont passer leur temps à se faire la guerre. Alors que vous parlez les mêmes langues, vous avez les mêmes ancêtres, vous partagez le même espace. Voilà l'actualité. Et quand vous regardez dans l'espace AES, regardez aujourd'hui comment l'AES est combattue par des Africains qui sont autour. Mais comment aussi l'AES se laisse faire? C'est parce qu'il y a un manque de connaissance de l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, nous, Africains, ces États qu'on a hérités de, comment on appelle, de la conférence de Berlin de la colonisation, on n'a plus conscience de comprendre qu'on a existé avant la colonisation et il faut réorganiser nos États, il faut se faire la paix. Mais malheureusement, on a des Africains qui sont là aujourd'hui qui combattent des Africains. Parce que pourquoi? Ils se disent qu'ils sont chrétiens, ils sont musulmans et surtout les sectes. Tu as des Africains francs-maçons, rosicruciens, templiers et bouddhistes. Ils sont de toutes les confréries occidentales de tous bords. Et c'est pourquoi vous avez des présidents aujourd'hui en Afrique, quand vous les regardez, ils sont africains de peau. Mais dans leur conscience, dans leur être, ils ne sont rien. Donc, voilà l'actualité aujourd'hui en Afrique. Regardez au Congo, regardez au Soudan. Si bien que même vous avez des chefs d'État africains qui sont vraiment terrassés par l'âge. Mais ils continuent toujours d'exercer le pouvoir parce qu'on n'a plus de repères culturels. Donc, voici l'actualité qui concerne l'Afrique. Maintenant, l'autre actualité qui s'est passée la semaine passée, c'est le discours du secrétaire d'État américain Marco Rubio à Munich. Quand il est parti, on a vu que Marco Rubio, secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, a clairement parlé d'une recolonisation du monde et que l'Europe doit aller recoloniser le monde. Pour ne pas dire l'Afrique. L'Europe ne peut plus s'aventurer en Asie. Les États-Unis ne peuvent pas s'aventurer en Asie. La seule Corée du Nord peut seule faire face à toute l'Europe. Il n'y a pas un pays en Europe qui a atteint le niveau de l'armement de la Corée du Nord. Il n'y en a pas. L'Angleterre, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre. Et ce n'est pas pour rien. Au premier mandat de Donald Trump, le président Trump voulait aller attaquer la Corée du Nord. La chancelière allemande, Angela Merkel, a dit à Donald Trump, l'Allemagne ne va pas t'accompagner dans cette aventure nord-coréenne. Parce que les Allemands savent le niveau d'armement et le niveau du moral des troupes nord-coréennes. Ils ont tourné. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Donc, quand vous prenez le discours de Marco Rubio, qu'est-ce qu'on peut dire? L'Afrique, ce discours de recolonisation, je tenais ce discours depuis plus de 10 ans. Et c'est ça qui m'a amené à donner l'idée de créer, de mobiliser la population parce que c'est une guerre coloniale. Et c'est ça qui a donné l'idée de VDP au Burkina. Je l'ai dit pour restituer l'histoire. Et comme au Burkina on est mesquin, celui qui n'est pas content, il peut écrire, me contredire et on va aller. Parce qu'on a atteint un niveau où il faut restituer l'histoire à la jeunesse, l'évolution des idées. Mais en son temps, on disait que j'allais gâter l'émission de Sagnon et de Fousseni Kindo, débat de presse, parce que je disais clairement que c'est la recolonisation. J'ai continué à interpeller les Africains. Aucun chef d'État africain, ni même de l'espace AES, n'a osé dire qu'un Africain avait dit. Tout le monde attendait. Mais Dieu merci, le général Lecointe est venu. Malgré tout ça, j'ai continué à interpeller les États de l'AES. Il vous faut un discours clair pour dire au monde, ce n'est pas du terrorisme, c'est la recolonisation. Les présidents de l'AES n'ont pas eu le courage politique et intellectuel de sortir, lire un discours clairement aux yeux du monde. L'Afrique ne veut plus être recolonisée. On a continué à tourner sur les mots, oui, c'est des bandits, c'est des djihadistes, c'est des terroristes, c'est des groupes armés non identifiés.
Et pourtant, ils savent que c'est l'Occident qui est en train de le faire. On a dit, il faut sortir, dire qu'on a créé une armée fédérale. Les États de l'AES n'ont pas eu le courage de le dire. On a dit, il faut mettre en place un ministère de la défense de l'AES. C'est le premier ministère qu'on devait instituer. Les chefs d'État de l'AES n'ont pas eu ce courage politique de sortir le faire. Je ne les insulte pas, parce que les Burkinabés sont mesquins. On va dire qu'on insulte les chefs d'État, que Da insulte. Mais non, il faut qu'on se dise la vérité en Afrique. Tous les pays de l'AES sont restés à force unifiée. Regardez l'Iran, quand ils mettent en place un missile, on donne un nom. Et le nom là, on va t'expliquer. L'espace AES a combien de grands guerriers? Combien de grands hommes? Les présidents de l'AES n'ont pas eu le courage politique de baptiser leur armée un nom africain, que force unifiée. Ils avaient dit force conjointe. On dit non, force unifiée, et on est là assis. Marco Rubio est allé à Munich. Il a fini son discours, les Européens, les autorités, tous les représentants européens se sont mis debout et ils l'ont ovationné. Ils l'ont ovationné. Et voilà un autre tournant de l'histoire. Mais que font nos États? Que fait l'élite africaine? Que fait l'intelligentsia africaine? Regardez l'AES. Est-ce que vous voyez un mouvement intellectuel en train de soutenir le président de l'AES? Pas du tout. Mais les gens ont raison. Combien de milliards les 3 présidents de l'AES ont dégagé pour la science, pour que les gens puissent travailler intellectuellement, réfléchir? Zéro. Moi, je n'ai pas entendu que dans l'AES, on a mis l'argent pour travailler dans la science. Regardez tout le combat de recolonisation, les guerres qui se passent. Mais le fond, là, c'est la science. Qu'est-ce que nos chefs d'État africains mettent dans la science? Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde voit. Donc, le discours de Marco Rubio à Munich, on devait voir ça passer en boucle dans les télévisions africaines, particulièrement de l'AES. Inviter des historiens, des analystes qui vont venir sur le plateau, essayer de comprendre, situer les contextes, rappeler l'histoire, comment. Mais non, tous les pays de l'AES sont là assis. Aucune analyse, aucun débat. Personne, je n'ai pas vu même que dans les pays là, ils ont discuté de ça. Comme s'il n'y a pas de journalistes dans la fonction publique, les journalistes de l'État ne peuvent pas s'asseoir et puis travailler. Tout le monde est assis. Donc, je pars sur ces 3 actualités pour parler de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop s'est battu. Il a dit que le problème de l'Afrique, c'est le fait qu'on n'a plus de mémoire. On n'a plus une conscience historique. Et sans la conscience historique, on ne peut pas construire ce qu'on appelle la cohésion nationale. On ne peut pas construire ce qu'on appelle la cohésion sociale. Même si au Burkina, on ne veut pas qu'on parle de l'histoire même du pays. Mais voilà les réalités. Et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Nation Nègre et Culture, l'œuvre qui a fondé toute la pensée scientifique, toute la pensée politique de Cheikh Anta Diop pour l'Afrique. Et le titre original de cet ouvrage, ce n'est pas Nation Nègre et Culture. C'est de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Ça, c'est le titre originel de cet ouvrage. Et la thèse, c'était la thèse de doctorat qu'il devait soutenir en 1954. Mais en son temps, on voit souvent les gens disent que non, la thèse a été rejetée. La thèse n'a pas été rejetée. Parce qu'en son temps, en période coloniale, personne ne pouvait accepter une thèse qui vient dire que comment on peut accepter que l'Afrique a une civilisation, l'Afrique est responsable de la civilisation égyptienne. Parce que Cheikh Anta Diop, dans cet ouvrage, avait posé la problématique de savoir qui étaient les anciens Égyptiens. Voilà, ça c'est le premier chapitre. Qui étaient les anciens Égyptiens? Parce que l'Europe s'est approprié l'Égypte antique pour dire que c'est une civilisation de la Méditerranée, c'est une civilisation européenne, c'est pas les Noirs n'ont rien donné, donc ils ont tout droit et de les coloniser. Donc,
Cheikh Anta Diop va venir remettre toute l'historiographie mondiale en cours. Et cette thèse, aucun intellectuel, aucun savant français en son temps ne voulait s'associer à un jury pour pouvoir valider ce travail parce que ça n'allait pas avec l'établissement français en son temps qui avait une pensée coloniale et la science était alignée derrière cette pensée colonialiste. La science n'est pas neutre. Il ne faut pas confondre ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique. Les chefs d'État, les autorités, les leaders africains pensent que non. Et ils vont faire la politique et les scientifiques vont rester de l'autre côté. Non. Il faut que l'Afrique, les dirigeants africains travaillent avec la science. Et ce qu'on a toujours dit au président de l'AES, on ne peut pas gagner ce combat tant qu'il n'y a pas un mouvement intellectuel, on ne met pas les moyens dans la science. Donc, l'œuvre de Cheikh Anta Diop, cet ouvrage, vient poser la question de la réhabilitation, de la restitution et de la reconstitution de l'histoire africaine. Et à l'intérieur, Cheikh Anta Diop impose une méthodologie pour pouvoir appréhender la question de l'histoire africaine parce que Cheikh Anta Diop dit que le problème de l'Afrique, c'est son histoire antique. Ce n'est pas l'histoire à partir de la colonisation. C'est l'histoire antique, l'histoire dans la longue durée. C'est ça que les Africains ne maîtrisent pas. Mais, il faut que les gens travaillent à reconstruire l'histoire antique africaine pour que les gens comprennent les enjeux. Mais, regardez aujourd'hui en Afrique. Est-ce que vous avez déjà vu un chef d'État africain? Je dis bien, est-ce que vous avez déjà vu un chef d'État africain en Afrique noire qui s'est levé, qui s'est référé à un savant africain, à un roi africain, à un monde africain antique ou bien même avant la colonisation pour pouvoir appeler son peuple à reconstruire quelque chose de grand pour l'Afrique? Non. On a peur même de notre histoire. Les dirigeants africains ont peur même d'exposer l'histoire africaine. Et c'est comme ça que vous avez vu que des savants, les Cheikh Anta Diop, les Kizerbo, les Théophile Obenga, tous les savants africains, quand vous regardez aujourd'hui, soit tu viens faire la politique, c'est-à-dire tu es un béni, oui, c'est que les dirigeants ou bien les partis disent, vous acceptez, et c'est comme ça. Et ça fait que l'Afrique aujourd'hui, quand vous regardez tous ceux-là qui publient sur l'Afrique, la plupart sont hors de l'Afrique. La plupart est hors de l'Afrique. Les savants africains, beaucoup sont en Afrique. Parce que si tu restes à l'intérieur, non seulement il n'y a pas de financement, les bibliothèques ne sont pas riches, et aussi, l'État ne donne rien pour la science. L'État n'encourage pas la science. Est-ce que vous avez vu que l'Afrique fait la promotion de ses savants? Pas du tout. Ça, pas du tout. L'Afrique ne forme pas de savants parce que les États africains ne sont pas prêts à financer la science, à mettre assez de moyens et à être dans la science. Donc, Cheikh Anta Diop pose ce problème et reconstitue l'histoire de l'Afrique. Et c'est pourquoi les Européens, en France en son temps à la Sorbonne, on ne pouvait pas trouver, personne ne voulait faire partie d'un jury qui va venir valider une thèse que l'Égypte ancienne était nègre, que l'Égypte ancienne est africaine, que les langues africaines sont des langues comme les autres. Mais Cheikh Anta Diop a fini. Il n'a pas pu soutenir. Maintenant, Alioune Diop, qui est le président fondateur de la maison d'édition Présence africaine et aussi la revue Présence africaine, a décidé de publier cet ouvrage. Et c'est pourquoi vous allez voir que la plupart des publications, vous voyez l'emblème de Présence africaine, c'est Présence africaine qui a publié les ouvrages de Cheikh Anta Diop. Et c'est Alioune Diop qui a publié cet ouvrage. Et voilà ce que ça fait dans le milieu intellectuel africain. Maintenant, quand vous prenez ce que Cheikh Anta Diop, le côté méthodologique, mais c'est le côté paradigme. Comment on appelle? Est-ce que vous comprenez? Le côté paradigme. Cheikh Anta Diop a instauré un paradigme intellectuel. Cheikh Anta Diop a instauré un paradigme scientifique. Et qu'aujourd'hui, ça aide certains chercheurs africains à aller de l'avant. Il y a aussi cette perspective méthodologique où il allie histoire, anthropologie, linguistique, philosophie pour pouvoir faire des démonstrations. Et il y a aussi que Diop a posé la question
de savoir où est l'antiquité africaine. Où est l'antiquité africaine? Aujourd'hui, les Africains sont là, on flotte comme ça, mais où est notre antiquité? Tous les autres pays, vous voyez, ils ont une histoire, ils rentrent dans la profondeur de l'histoire. Regardez l'Iran actuellement. L'Iran dit aux États-Unis, nous avons dirigé ce monde. L'empire médo-perse, l'empire perse, nous sommes des Perses, nous ne sommes pas des Arabes. Et vous ne pouvez pas nous dominer. Vous voyez dans l'actualité, malgré la pression militaire américaine, l'Iran n'a pas cédé. Et l'Amérique même se demande pourquoi il ne cède pas. Mais c'est parce que les Américains aussi ne comprennent pas les autres peuples. L'Amérique ne comprend pas la culture des autres peuples. L'Amérique pense à la force. Mais l'Iran, c'est une vieille civilisation. Au moment où l'Iran rayonnait sur le monde, la Grèce et la Rome antique n'ont pas existé. Donc les ancêtres des Américains n'existaient pas d'abord. Dans l'histoire. Donc ce n'est pas cette civilisation qu'on va venir menacer comme ça militairement et ça va passer. Mais le volet culturel, c'est que Cheikh Anta Diop appelle la conscience historique qui anime un peuple est plus fort que toute autre arme. Quand un peuple est conscient de sa conscience historique, ce peuple peut terrasser des montagnes. Il n'y a pas cette nation qui va se lever contre ce peuple et ça va aller. Est-ce que vous comprenez? L'Iran aujourd'hui tient parce que l'Iran est fier de son histoire et l'Iran dit qu'il est une vieille civilisation. Ce n'est pas les États-Unis qui vont les détruire. Et regardez la pression. Mais les Iraniens disent qu'ils sont prêts. Dès que l'Amérique tire, ce n'est pas tirer pour cesser, c'est une guerre totale. Voilà les consciences historiques des peuples. Mais que font les Africains? Quand les Européens se réfèrent à la Grèce, à la Rome, non. Donc, voilà ces réalités qui se posent en nous. Maintenant, quand on parle de l'antiquité africaine et de la culture, on parle de sentiment de cohésion nationale, et ce qui pose aussi la problématique et la question de la renaissance africaine. Et à propos de cette renaissance africaine, je reviens sur l'actualité pour parler de l'affaire Epstein. Vous voyez, ça a éclaboussé le monde, on parle de pédocriminalité, mais non, c'est ce que le monde occidental est. En Grèce antique, quand tu as des enfants, tu ne les veux pas, tu les ramasses, tu sors, tu les jettes dans la rue. En Rome antique, ça se faisait. La femme était quoi dans les civilisations gréco-romaines? Voilà. Mais on est venu aujourd'hui, l'Occident a imposé au monde, voilà les droits de l'enfant, les droits de la femme. Vous regardez toutes les femmes africaines aujourd'hui ne jurent que sur les droits des femmes. On a pu convaincre aux Africains que la polygamie, le lévira, les mariages organisés par les parents, c'est mauvais, c'est barbare, et que la femme maintenant doit être libre et choisir son mari. Mais voilà le même Occident aujourd'hui qui veut que les gens n'ont qu'à être homosexuels, le programme LGBTQ, les gens n'ont qu'à être des pédophiles, parce qu'on commence à enseigner la sexualité dès le bas âge aux enfants. Et aujourd'hui, le même Occident a éclaté la famille. Et l'affaire Epstein, on aurait pu voir ça en Afrique bien traité. Les médias devaient revenir sur la question de la société, de la famille. Mais, puisque les Africains ne connaissent pas leur propre histoire dans la profondeur, ils vont se battre comment? C'est les ONG qui viennent donner des financements. Chacun prend le financement et il sort. Ah, c'est comme ça. Et regardez aujourd'hui le désordre familial. Regardez le désordre familial en Occident. Regardez le désordre familial en Afrique. Avant, celui qui avait une grande famille était considéré comme responsable, noble. Avant, avoir un enfant, ce n'était pas un problème. Mais aujourd'hui, on te parle de l'enfant hors dehors, l'enfant hors mariage, l'enfant ceci, tout le monde est perdu. Mais l'affaire Epstein est venue nous montrer des gens qui ont des milliards, qui ont l'argent, qui auraient pu être des hyper polygames, organiser des grandes familles, avoir des enfants. Mais c'est les mêmes occidentaux qui stérilisent les femmes en Afrique, qui stérilisent les hommes en Afrique, même qui ne veulent pas d'enfants, mais qui sont prêts pour la pédophilie. Qui sont prêts à sanctionner le sexe, qui sont prêts à sanctionner tout. C'est-à-dire le sexe aujourd'hui est devenu un piège. Vous voyez l'actualité, pour détruire un homme en Occident, on passe par les questions sexuelles et on brandit. Et tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Les valeurs ont été détruites. La famille a été éclaboussée. Regardez le prince d'Angleterre, Andrew. Un prince, si c'était en Afrique, Andrew aurait pu avoir 20 femmes, 30 femmes.
il a son grand domaine, il a ses nombreux enfants. Mais voilà, on dit que c'est quoi la pédocriminalité? On le condamne, on retire son titre de prince. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est vous qui faites des lois pour sortir dire que les gens n'ont qu'à appliquer. C'est vous qui sortez dire que vous êtes civilisés. Mais les Africains étaient dans leur polygamie. Les rois avaient vraiment beaucoup de femmes. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. En Afrique, un président, il va dire qu'il est monogame. Mais après, quand il enseigne une femme, on dit non, comme vous le voyez avec le président congolais, et Tshisekedi qui a enceinté une de ses ministres, on en prend, on fait une actualité comme si c'est mauvais. Non. Mais est-ce que vous avez vu des femmes, des intellectuels africaines se lever pour défendre la femme africaine dans son contexte? Non. Parce qu'il n'y a pas le financement. Les chefs d'État africains aussi ne vont pas donner l'argent. Les gouvernants africains n'ont pas de vrais programmes culturels et de projets de société. On flirte avec ce qui vient des institutions internationales et des ONG. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui comment le monde occidental a éclaboussé le monde avec cette question de pédophilie. Regardez l'affaire Epstein. Mais qui en parle en Afrique? Mais on a convaincu les femmes africaines qu'il faut faire la bagarre. On a convaincu la femme que non, elle est égale à l'homme. Depuis quand homme et femme sont des égaux? Il ne peut pas, c'est la nature. Dieu n'est pas bête. Pourquoi il a fabriqué femme et puis il a fabriqué homme? Est-ce que la nature est aussi bête que ça? Mais voilà ce que l'Occident nous fait. Même personne n'en parle. Les Africains sont là, nos gouvernants sont là. Tout le monde regarde. Aucun mouvement intellectuel de femmes africaines vont se lever pour réclamer. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que dans cette question de nation de l'agriculture, Cheikh Anta Diop avait posé le problème. Et c'est pourquoi, quand Cheikh Anta Diop a fini, il va encore aller réécrire une autre thèse. Et la thèse principale, c'est quoi? Étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Afrique et de l'Europe, de l'Antiquité au début des temps modernes. C'est ça qui a été publié sous l'ouvrage L'Afrique noire précoloniale. Maintenant, la thèse secondaire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique. C'est ça qui a été publié sous le titre de l'unité culturelle de l'Afrique noire, où Cheikh Anta Diop analyse cette question de la famille et de la femme. Ce que les gens ne savent pas, c'est les vrais problèmes de société, les vrais débats civilisationnels. Et Cheikh Anta Diop avait déjà étudié ça. Je ne sais pas, voilà. Ça, c'est l'unité culturelle de l'Afrique noire, où Cheikh Anta Diop traite cette question de la femme, du matriarcat et du patriarcat. En quoi il y a une différence entre les Occidentaux et les Africains? Et si vous avez remarqué, le rôle de la femme en Afrique, ce n'est pas la même chose qu'en Occident. Mais les Africains, les femmes africaines sont convaincues aujourd'hui que l'Europe est venue les libérer. Regardez aujourd'hui les désordres sexuels. On a libéré la femme. C'est les mêmes Occidentaux. Les gens fabriquent des pénis en caoutchouc pour les femmes. Et ils fabriquent maintenant les filles en caoutchouc pour les hommes. Mais personne ne dit rien. Personne ne comprend la profondeur de l'éclatement de la civilisation. Donc, c'est ça que Cheikh Anta Diop pose ici, à travers ses études. Parce qu'il faut remonter depuis l'Antiquité pour comprendre les peuples, pour comprendre les civilisations. Mais malheureusement, aucun chef d'État africain aujourd'hui, je dis bien aucun, parce que les Burkinabés, quand je dis comme ça, il faut être humble. Non, je suis dans le monde, je ne suis plus dans le Burkina Faso, où on dit aux gens, il faut être modeste, il faut être... Non, c'est un fait. On voit les projets de société des leaders africains. C'est pourquoi vous voyez que les Cheikh Anta Diop, les Kizerbo, même les savants africains modernes, regardez les Théophile Obenga, il est encore vivant, personne ne s'intéresse aux savants africains. Je dis bien personne. Vous allez les voir, c'est eux-mêmes qui se battent pour publier, pour faire les recherches scientifiques qu'on publie. Mais l'État africain, Kizerbo, le Burkina n'a même pas mis un rond dans les travaux de Kizerbo. C'est l'UNICEF, c'est l'UNESCO qui a financé Kizerbo. Aujourd'hui, qui en bénéficie? C'est le Burkina. Donc, voici le débat sur la famille, le débat sur la question des enfants. Qui aurait cru que les leaders européens, les leaders, les milliardaires du monde occidental sont des pédocriminels? Qui aurait cru que c'est des gens qui raffolent les femmes? Mais on dit non, 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 monogamie. Tout le monde sait que les hommes sont de fait des polygames. Mais on a convaincu la femme pour comprendre que non, on les a libérés. Et ici, en Amérique, en Europe, le sexe est devenu un piège. Vous voyez, si on veut détruire, vous voyez l'affaire DSK.
C'est une question de femmes. Vous avez vu l'affaire Sonko. Vous avez vu aujourd'hui en France tout ce qui se passe. Tout le monde occidental a pris le sexe comme un piège. Et c'est ce qui marche. Tout le monde est devenu... C'est-à-dire le sexe aujourd'hui est devenu quelque chose comme un totem. Et c'est là aussi que vous allez comprendre dans cet ouvrage, Cheikh Anta Diop pose la problématique de savoir que si les Égyptiens étaient des Occidentaux, des Européens, des Blancs, des Asiatiques, ils n'auraient pas de totems. Parce que le monde occidental, les Grecs et les Romains n'ont pas connu de totems. La circoncision, l'excision, le totémisme du porc. Ce n'est pas les musulmans, les Arabes qui ont envoyé le totémisme du porc, hein, c'est depuis l'Égypte ancienne. Cheikh Anta Diop a pris ce volet anthropologique fondamental. Les Égyptiens avaient des totems. Pourquoi les Grecs n'avaient pas de totems? Pourquoi les Romains n'avaient pas de totems? Et ces arguments ont coulé le bec à tous ces égyptologues idéologistes qui étaient là, et l'État et les États occidentaux qui ne voulaient pas que l'Afrique, l'Égypte est africaine. Et maintenant, voilà pourquoi, quand l'UNESCO a voulu écrire une histoire générale de l'Afrique, Cheikh Anta Diop a posé les conditions pour dire que si les gens ne vont pas accepter ces thèses, lui ne va pas participer au débat sur l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique ne commence pas avec le début de la colonisation. Et c'est que les gens ne disent pas. Parce que ce problème, dans ce document, vous verrez comment Cheikh Anta Diop explique la naissance de Noël. Comment Cheikh Anta Diop explique l'Arabie Saoudite que vous voyez, c'était une province de l'Éthiopie. Une province de l'Éthiopie. Aujourd'hui, la puissance qui va défendre les civilisations africaines les 20 années à venir, ce n'est pas des chefs d'État africains, ça sera l'Inde. Parce que l'Inde actuellement est en train de reconstituer son histoire et l'Inde a accepté le fait que l'essentiel, c'est-à-dire la civilisation, l'Inde vient de l'Afrique. Parce que le fleuve Gange, on est arrivé aujourd'hui à comprendre que le fleuve Gange était, le nom Gange là, c'est un mot éthiopien, ça vient de l'Éthiopie. Donc les chercheurs indiens sont en train maintenant de travailler sur l'Antiquité, l'histoire culturelle entre l'Afrique et l'Inde. Et vous allez voir, l'Inde va utiliser ça bientôt comme diplomatie pour venir coloniser nos chefs d'État parce qu'ils vont suivre comme ça. Quand ils vont venir avec l'argent, ils vont suivre. Alors que c'est eux qui devaient revendiquer ça. Vous voyez aujourd'hui, quand l'Égypte a ouvert le grand musée égyptien du Caire, aucun pays africain n'a été invité. Parce que l'Égypte s'approprie cette histoire de l'Égypte ancienne. Alors que c'est les Arabes, ils ont occupé l'Égypte après le décès de Mohamed et les conquêtes almoravides. C'est comme ça qu'ils sont venus occuper. Actuellement, l'Égypte est en train d'organiser une exposition en Taïwan pour envoyer les objets de l'Égypte ancienne là-bas pour exposer. Quel est ce chef d'État africain, d'Afrique noire, qui va oser travailler avec l'Égypte pour que même on puisse faire une exposition d'un seul objet de l'Égypte antique dans son pays, dans sa capitale? Je n'ai pas encore vu. Ils sont tous assis, c'est des musulmans, c'est des chrétiens, ils ne jurent que par ça. Même quand on voulait ouvrir le musée, personne n'a été... L'Égypte combat le Soudan, parce que le Soudan est plus ancien que l'Égypte. Les Égyptiens ont pour ancêtre les Soudanais. Il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. Mais pourquoi l'Égypte ne veut pas? Parce que les Soudanais, c'est des Noirs. On voit qu'ils sont noirs. Eux, les Arabes, ils ont occupé maintenant. Mais qui en parle? Personne n'en parle. Même toi, un intellectuel africain, si tu en parles, tu as un problème. Ton pays ne va même pas te soutenir. Même ton ministre des Affaires, des recherches scientifiques ne va jamais te donner un billet d'avion pour que tu fasses ça. Pour que tu puisses avoir un billet d'avion, il faut te lever même 5 mois en avant. Tu vas déposer la demande, suivre, courrier, voir le ministre. Voilà les problèmes de l'Afrique. Donc, nous sommes dans un problème civilisationnel. L'Afrique, c'est la mère de l'humanité. L'Afrique, c'est la mère de la science, de tout. Tout le monde vient puiser en Afrique, mais les Africains sont là, ils attendent. Et ce que vous ne savez pas, dans cette question des nations et des cultures, Cheikh Anta Diop démythifie l'église et la mosquée. Mais les Africains n'arrivent pas aujourd'hui à comprendre que le drame de cette soi-disant religion dite révélée, c'est eux qui ont commis les plus grands crimes contre l'humanité. Les premiers à mettre les Africains sous l'esclavage, ce sont les arabo-musulmans. La traite transsaharienne, ça a plus duré que la traite transatlantique, organisée par les chrétiens. Donc aujourd'hui, si nous ne menons pas un débat culturel de fond, mais pourquoi aujourd'hui, quand j'ai pris l'exemple du président américain Donald Trump,
qui a parlé du racisme dans son compte et réseau social. Mais tout ça, c'est quoi? Parce que les gens sont convaincus de la Bible. Ce que la Bible a dit, c'est vrai. Mais la Bible n'est pas européenne. La civilisation chrétienne n'est pas européenne. Elle est juive. C'est l'histoire des Hébreux qu'ils ont pris, s'accaparer, qu'ils ont falsifié. Les ancêtres des Européens, les dieux, là, les croyances, là, c'est les Jésus, c'est les Poséidon. Voilà. C'est les Jupiter. C'est ça les dieux de leurs ancêtres. Jésus n'est pas l'ancêtre des Européens. Matthieu, tous ces gars que vous voyez dans la Bible, Pierre, c'est pas des ancêtres des Européens. Même s'ils ont été en Rome, les gens ont écrit, mais la vraie cosmogonie chrétienne vient des Juifs. Lesquels Juifs l'ont appliqué en Afrique? C'est en Afrique qu'ils ont eu ça. C'est pourquoi aujourd'hui, après la création de l'État d'Israël, ils sont venus flatter l'Éthiopie, que les Falachas sont les 12 tribus d'Israël. On a pris à mener, ils sont venus prendre les populations là, à mener, on les stérilisait les femmes. Pour que les Juifs ne veulent pas que ces Noirs-là vont venir peupler leur zone. Et comme on le dit, le remplacement, on a stérilisé les femmes. Et depuis que Israël a commencé à s'intéresser à ces questions-là en Éthiopie, regardez, l'Éthiopie n'a plus la paix. On monte les gens les uns contre les autres, l'affaire du christianisme, de l'islam, tout le monde. Regardez au Soudan. Comment des gens vont dire que Dieu les a parlé et ils sont les plus cruels sur cette terre? À chaque fois que vous voyez un génocide, c'est les chrétiens ou les musulmans qui sont derrière. Mais quand tu parles, on dit non, tu es contre la religion. Mais c'est l'histoire. Regardez l'histoire. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Soudan. Regardez aujourd'hui l'Amérique là. C'est des populations qu'on a exterminées. Les Européens sont là aujourd'hui. Les Européens, les Américains parlent des droits de l'homme. Mais ils n'ont jamais dit pardon à ces populations précolombiennes qu'ils ont exterminées pour occuper la place. Donc où est l'humanité? Et c'est à ça que Cheikh Anta Diop nous répond dans cette question nation, nègre et culture. Et il dit que nous ne pouvons pas renaître tant que nous n'allons pas miser sur la science. Et la science aujourd'hui, c'est pas de construire les amphithéâtres, c'est pas de venir parler que la science, on va former les... Non, c'est le contenu et la vision. C'est le contenu et la vision. Voilà la profondeur de l'Afrique. Et c'est pourquoi Cheikh Anta Diop parle de la naissance du mythe du nègre. Et c'est la Bible qui a créé la naissance du mythe du nègre. C'est la Bible. Aucun document antérieur de la Bible à la Bible n'a parlé de racisme. Et voilà le Coran, qui est aussi une émanation de la Bible, va être, et vous voyez le christianisme et l'islam, quand vous regardez les Arabes aujourd'hui, comment ils n'aiment pas les Noirs. Vous regardez aussi dans le monde occidental le racisme. Tu te demandes qu'est-ce que les Noirs ont pu faire contre les Blancs dans l'histoire pour que les Blancs les traitent comme ça, les Arabes les traitent comme ça. Non, les Noirs n'ont rien fait. Les Arabes et les Occidentaux sont jaloux de la civilisation occidentale. Et aujourd'hui, on a un mythe qu'on entretient. Les jours que les Africains vont sortir de ces mythes de Jésus et de Mohamed, embrasser leur histoire et se défendre du fond de leur histoire, personne, comme l'a dit Kizerbo, personne ne verra la couleur de notre peau. Tout le monde mange sur le dos de l'Afrique, sur la base de ces mythes religieux. Et c'est pourquoi Cheikh Anta Diop parle aussi dans Nation et Culture de la falsification moderne de l'histoire. Parce qu'il y a le projet colonial qui est là. Il faut produire un discours scientifique qui accompagne le projet colonial. Et c'est pourquoi on a toujours interpellé les États de l'AES, le combat que vous menez là. Tant que vous n'allez pas produire un discours d'ordre historique, vous n'allez pas vous référer à l'histoire de vos pays, vous n'allez pas construire un espace solide. C'est l'histoire et la psychologie qui vont créer ces sentiments de patriotisme et de grand rassemblement. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit aux Maliens, le Mali existait en tant qu'État. La France, aucun pays occidental n'existait en tant qu'État. Les États-Unis n'existaient pas. Mais comment le Mali aujourd'hui va accepter que son président soit appelé président de transition? Parce qu'on n'a plus de repères. Et les Africains sont là, même jusqu'au haut sommet de l'État, on flotte. Un chef d'État peut venir s'asseoir, il a peur. Qu'est-ce que les juristes vont dire? Qu'est-ce que les politiciens vont dire? Assimi Goïta, un roi du Mandin, je dis roi entre guillemets,
pour parler comme ça, un enfant du Mandin va s'asseoir sur le Mandin et dire que Nekera président de transition. Et, voilà, si on parle que Assimi Goïta président de la transition. Mais c'est vous qui vous minimisez. Un descendant de Sundiata Keita va venir avoir peur dans son propre pays de se faire appeler président. Parce que l'Occident a lavé notre cerveau. Et c'est de ça que Cheikh Anta Diop parle. Quand il parle de l'Afrique noire précoloniale, quelle était l'organisation politique de l'Afrique avant l'arrivée des Européens? Mais les Africains ne savent pas que l'État est né en Afrique. L'Éthiopie et la Nubie sont plus vieux que l'Égypte ancienne. Ce que les Sundiata Keita ont fait là, ça ne mérite pas d'être enseigné en sciences politiques. Est-ce qu'on a besoin d'aller enseigner Max Weber, Karl Marx et Hegel pour dire qu'on est en train de construire une histoire de l'Afrique? On enseigne sciences politiques. Ce que les Sundiata Keita, les Chaka ont fait, l'union des peuples. Mais aujourd'hui, on est là, au nom de cohésion sociale, quand on aborde ça, les questions religieuses là, c'est sensible. Les questions ethniques là, c'est sensible. L'ethnie n'existait pas en Afrique. Parce qu'aucun royaume, il n'y avait aucun royaume en Afrique qui était fondé sur la base strictement d'une ethnie. L'ethnie n'existait pas en Afrique. Vous prenez les royaumes Bambara de Ségou, ce n'est pas des Bambara. Vous prenez l'empire du Manding, ce n'est pas seulement comment on appelle, les Sénoufos, les Bambara, les autres. Non, c'est un ensemble de peuples. Vous prenez aujourd'hui le royaume du Bénin, ce n'est pas une seule ethnie. Vous prenez les royaumes Mossi, ce n'est pas une seule ethnie. Les Mossi, ce n'est pas une ethnie. Les Mossi, c'est un ensemble hétérogène de peuples. Ce n'est pas un ensemble homogène. Mais les Africains ne connaissent pas leur histoire. Quand tu abordes que, non, ça là c'est sensible. Hein, mais il n'y a qu'en Afrique que les questions religieuses sont sensibles. Il n'y a qu'en Afrique que les questions ethniques sont sensibles. Mais si vous n'éclatez pas le problème, comment vous allez régler? C'est la colonisation qui nous a créé les questions de ethnie. On nous a monté les uns contre les autres. Mais avant qu'ils ne viennent, quel est aujourd'hui au Burkina, par exemple, le Mossi qui va dire que non, le royaume Mossi, il n'y avait pas autre ethnie. Quand vous étudiez les royaumes aussi, c'est plusieurs ethnies à l'intérieur. Mais les gens s'entendaient. Ils ne se mangeaient pas. Vous prenez, comment on appelle, au niveau des Baoulés, toute la Côte d'Ivoire que vous voyez, mais ces royaumes-là, ces peuples-là, ils avaient des liens. Quel est l'empire ou le royaume africain que vous allez prendre aujourd'hui? Et à l'intérieur, on va dire que c'était strictement une seule ethnie. Mais les Africains ne comprennent pas. Nos chefs d'État aussi n'ont pas de projet de société pour rentrer dans la profondeur de l'histoire des peuples, pour dire, voilà ce que nous devons faire. Mais tout est sensible. Dès que tu abordes la religion, c'est insensible. Dès que tu abordes l'histoire africaine, on dit non, tu abordes les ethnies, les questions ethniques là, c'est sensible. Mais c'est à ça que Cheikh Anta Diop nous appelle. Il faut réfléchir sur notre histoire. Avant l'arrivée des Européens, qui étions-nous? Comment étions-nous organisés? Je vous prends un exemple. Dans les royaumes aussi, pour introniser un roi, quand un roi est intronisé, tous les grands hôtels où il passe le ringou, c'est l'hôtel des autochtones. C'est l'hôtel des autochtones. Quand vous prenez les autres peuples qui font partie du royaume, chacun avait un rite. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans les royaumes aussi, regardez les masques. Les masques ne sont pas les mêmes. On parle de masques aussi, mais à l'intérieur, ce n'est pas les mêmes masques. Chaque zone a ses masques en fonction des peuples qui y habitaient. Les traditions. Vous prenez le Mali, le Niger, même chose. Il y avait combien d'ethnies qui étaient ensemble et qui étaient bien organisées. Il n'y avait pas de conflit. Les gens se mariaient entre eux. Et comme nous le disait notre professeur d'histoire africaine, le professeur Maurice Bazemo, qui nous disait toujours que les sociologues doivent mettre toujours à l'idée dans toute analyse que la pureté ethnique n'existe pas. J'ai retenu cette phrase parce que le professeur Bazemo a beaucoup insisté pour que les sociologues, les anthropologues comprennent que l'histoire montre que la pureté ethnique n'existe pas. Toutes les ethnies se sont mélangées, toutes les ethnies se sont construites, toutes les ethnies se sont mises ensemble, toutes les ethnies aussi, à un moment donné, les gens ont connu des conflits. Donc la pureté ethnique n'existe pas.
Et l'histoire de l'Afrique le démontre. Quand Cheikh Anta Diop parle, ici, il dit que l'Afrique, l'intérieur de l'Afrique a été peuplé à partir de la vallée du Nil. Cheikh Anta Diop en parle dans Nation et Culture. Donc si on comprend aujourd'hui ce problème migratoire, ça crée des liens de parenté. Voilà ce que ça donne. Quand vous prenez les Soudanais, Cheikh Anta Diop même le compare, les Soudanais et les Sénégalais, c'est le même teint, c'est la même taille. Vous les regardez, on dirait des frères. Donc, voilà les problèmes culturels que Cheikh Anta Diop apporte. Maintenant, il a argumenté en quoi l'Égypte est africaine. Et il a évoqué la question des langues, la question, comment dirais-je, du totémisme et la question aussi de l'organisation sociale. Parce qu'en Égypte, les femmes étaient des reines, hein, des femmes ont régné. La femme qui a plus régné, la femme qu'on connaît, c'est la reine Hatshepsut. L'une des figures qui a régné, qui a organisé même des grandes expositions, des grandes expéditions scientifiques, qui a fait l'expédition de Punt, qui a laissé un temple funéraire très magnifique. Voilà. L'Égypte a connu des reines, chose que la Grèce antique n'a pas connue, la Rome antique n'a pas connue. Mais si une femme africaine aujourd'hui s'assoit, en Afrique là, on ne respecte pas les femmes, on donne la dot, on achète la femme, mais bon, elle ne sait pas que l'Afrique a connu plus de reines qui ont régné. Quel est l'empire qui a... Ceux qui ont plus dérangé la Rome antique, c'est les Candaces, c'est des reines africaines qui ont combattu la Rome. Mais quelle femme africaine, combien d'intellectuelles femmes africaines aujourd'hui peuvent tenir ce discours? Si tu tiens ce discours, tu ne vas pas avoir de financement. Qu'est-ce que l'État africain fait? Quand vous voyez une femme qu'on a nommée ici, que c'est la première femme, c'est le premier noir, c'est quoi? Mais c'est le problème de racisme et de connaissance de l'histoire. Aux États-Unis, quand on présente les noirs, on les présente dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'humour, des trucs comme ça. Mais on ne présente jamais, rarement je dis, les noirs dans le monde scientifique. Alors que l'essentiel, la plupart des grandes inventions scientifiques américaines sont venues des noirs. Mais tu ne verras jamais l'Amérique célébrer ses savants. Quand vous prenez le GPS aujourd'hui, que tout le monde utilise, actuellement avec la guerre Iran, États-Unis, Israël, là, tout le monde parle du brouillard des GPS. C'est une noire, une mathématicienne noire américaine qui a inventé le GPS. Qui en parle? Combien de femmes africaines savent ça? Mais quand on présente les noirs aux États-Unis, c'est la drogue, c'est le sport, c'est la musique, c'est des gens qui ne font rien. Mais alors que dans le monde scientifique, il y a des savants noirs aux États-Unis, l'Amérique n'ose jamais en parler. Parce qu'on va montrer que le noir est intelligent. Donc, toute la problématique de l'histoire et du problème qu'on vit aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, argument contre une idée, contre l'idée d'une Égypte nègre. Vous voyez, c'est l'histoire. On a mélangé notre histoire et aujourd'hui, les gens ne comprennent plus rien. Vous voyez l'Afrique, nous sommes le seul continent, nous les Noirs, où il n'y a pas de fierté. Parce que l'histoire a été falsifiée. L'histoire a été falsifiée. Donc, si vous n'avez pas de repères historiques, vous n'avez pas de repères culturels, qui êtes-vous? N'importe qui viendra tenir un discours, vous allez applaudir. On vous malmène, vous allez applaudir pour dire « Ah, ça c'est Dieu. Ah, ça là, vraiment, Dieu lui-même, il n'a pas bien fait. » Mais ce n'est pas Dieu le problème, c'est vous-même. Quel discours vous tenez? Quels sont vos repères culturels? L'arabe aujourd'hui se réfère à l'islam, ou bien à sa langue, ou bien aux valeurs arabo-musulmanes. L'Européen, aujourd'hui, vous regardez dans les discours politiques, on parle de l'Europe chrétienne, des libertés, de la démocratie. L'Afrique fait quel discours? Quel discours l'Afrique fait? Au contraire, quand tu veux sensibiliser les Africains sur leur réalité, vous allez trouver des Africains qui se disent chrétiens, musulmans, ils vont venir te combattre au nom du christianisme et de l'islam. Donc, ils ne font pas mieux que ce que les négriers et les arabo-musulmans ont fait quand ils ont fait les conquêtes pour imposer leur religion, pour imposer leur vision des choses. Mais les Africains, il n'y a que les Africains seuls qui en parlent. Quand vous abordez ces problèmes, les Européens, eux, ils esquivent le sujet. Les Arabes, eux, ils se cachent parce qu'ils connaissent la vérité. Mais les nègres, ceux-là qui boivent le Coran et la Bible par jour, ceux-là qui n'ont pas de repères, qui n'ont même pas fait l'effort de connaître l'histoire,
leur propre histoire, c'est eux qui vont te combattre. Et c'est derrière ces gens-là que les Européens et les Arabo-musulmans vont venir se cacher et ils donnent des arguments, ils donnent des moyens pour qu'ils combattent l'Afrique. C'est pourquoi on est toujours dans des guerres, soi-disant de religion. Voilà. Et si vous regardez les peuples aujourd'hui, si les gens se comprenaient, pourquoi aujourd'hui les gens vont se combattre entre eux? Quand vous prenez au sud-ouest, aujourd'hui, région du Djoro, pourquoi l'administrateur colonial a appelé ces peuples du sud-ouest-là les peuples du Rameau Lobby? Parce qu'il se disait que non, il y avait des traits culturels qui les ressemblaient. Mais c'est parce que sur le terrain, effectivement, les Africains ont des traits communs. Et comme l'a dit Cheikh Anta Diop, nous venons d'une même culture. Nous avons la même langue. Donc, voilà le problème qui se pose avec nous, Africains. Maintenant, peuplement de l'Afrique à partir, comme on appelle, de l'Égypte, ça c'est un fait avéré. Aujourd'hui, tous les chercheurs, en tout cas, en parlent. Donc, il n'y a plus de débat là-dessus. L'apport de l'Éthiopie, de la Nubie et de l'Égypte à la civilisation. Voilà, à ce niveau, je vais vous présenter certains ouvrages. Vous pouvez lire Christiane Desroches-Noblecourt, c'est la première, l'une des rares femmes égyptologues, sinon que la première, elle est archéologue, égyptologue. Elle a écrit cet ouvrage très intéressant que vous pouvez lire, Le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. Donc, il reprend mot pour mot ce que Cheikh Anta Diop dit dans Civilisation ou Barbarie. Voilà, vous pouvez lire ces deux ouvrages ensemble, vous allez voir que c'est... Elle dit ce que Cheikh Anta Diop dit, mais elle ne cite pas Cheikh Anta Diop parce qu'on ne veut pas qu'on parle de Cheikh Anta Diop. Donc, l'apport de l'Éthiopie, du Nubie et de l'Égypte à la civilisation est indéniable. Vous pouvez lire cette dame, c'est au soir de sa vie qu'elle a écrit cet ouvrage. Et si vous lisez cet ouvrage, vous n'allez pas vous revenir. Parce que elle dit des choses, vraiment, c'est pas facile. C'est la falsification de l'histoire, mais elle a recorrigé l'histoire. Elle reconnaît ce que l'Afrique a donné au monde occidental. Et son ouvrage, tellement l'ouvrage a été riche, vous voyez, c'est l'ouvrage-là qu'on a traduit en anglais. Christiane Desroches-Noblecourt. Voilà. L'ouvrage a été traduit en anglais. C'est le même ouvrage. Vous voyez, c'est le même ouvrage, c'est le même auteur. Et les titres sont différents. Vous savez, la traduction, voilà, ça dépend des langues. Donc, voilà, par exemple, une preuve que les Africains doivent se mettre au sérieux. Cet ouvrage a été traduit en anglais. Voilà, c'est la version française comme ça. Vous voyez, elle utilise des symboles forts. Vous voyez la croix ankh. Et ici, vous voyez la Trinité. Voilà, la Trinité égyptienne. Mais bon, comme les Occidentaux, la femme n'est rien, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais l'Afrique, c'est le Père, la Mère et l'enfant. Voilà la Trinité africaine. Donc, Cheikh Anta Diop a parlé aussi du développement des langues. Et heureusement, aujourd'hui, même le latin que les Européens croyaient que c'est leur langue, les linguistes ont démontré que le latin est une langue africaine. Parce que le latin a une origine bantoue. On retrouve des mots bantous, c'est-à-dire le latin là, on retrouve beaucoup de mots bantous dans le latin. Et c'est pas anodin, parce que les premiers à occuper Rome, qui ont fondé la royauté à Rome, c'est les Étrusques, c'était des Noirs. C'est quand les Blancs là sont venus, et ils ont combattu ces gens et ils ont dit qu'ils vont instaurer la République. C'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir entre les mains des Noirs et ils ont instauré ce qu'ils appellent la Respublica. Et c'est en ce moment que vous allez voir que la Rome va connaître ce qu'on appelle les dictatures. Et les César, les Caligula, les Néron, tous ces gars-là qui vont connaître la dictature que Rome a connue, mais on dit c'est la démocratie, c'est la République. Voilà, il faut connaître l'histoire. Maintenant, Cheikh Anta Diop parle aussi de l'art africain. Cheikh Anta Diop parle de l'art africain. Vous savez aujourd'hui que dans tout le monde, quand on dit un musée ethnographique, un musée, il faut aller voir, c'est les objets africains qui sont dedans. Voilà. Et à ce niveau, quand les gens parlent de Jésus, de Mohamed, de la Grèce, de la Rome antique, demandez aux Romains et aux Grecs, demandez aux Juifs, aux Hébreux et aux Arabes de vous montrer les corps de leurs ancêtres. Vous n'allez pas trouver. Il n'y a que les Noirs. Aujourd'hui, on peut trouver les corps des pharaons, des rois africains depuis l'Antiquité. Vous pouvez trouver le corps d'un roi grec. Vous pouvez trouver le corps d'un roi romain aujourd'hui, qu'ils vont prendre et puis exposer. Mais il n'y a que les Noirs qui ont pu conserver leur corps. Parce que la momification, c'est une haute science.
Nos ancêtres avaient su comment conserver des corps pour des millénaires. Les pyramides sont là. Demandez aux Hébreux, aux Juifs, de vous montrer les corps de leurs ancêtres. Demandez aux Arabes de vous montrer les corps de leurs ancêtres. Demandez aux Romains, aux Italiens et aux Grecs de vous montrer les corps de leurs ancêtres. Mais autant que nous sommes, tu vas aujourd'hui, comment on appelle là, dans nos villages, là où il y a les rois, on va vous amener dans les cimetières royaux. Les rois qui sont morts, il y a tout un ministère qui comprend tout, qui a la cartographie des tombes. Et on sait quel roi a été enterré ici. Mais pourquoi les autres n'en ont pas? Donc, voici la profondeur de la culture africaine. Maintenant, la structure sociale et politique. Voilà, à ce niveau, c'est pourquoi j'avais pris l'exemple sur cette actualité pour vous montrer qu'aujourd'hui, comment l'Afrique est en train de souffrir du fait de la pression du monde occidental. Et le monde occidental aujourd'hui n'a plus de valeur. Tout s'écroule. Et vous avez vu même que, Dieu merci, et comme on appelle le président Trump, quand il est venu, il a combattu l'homosexualité. Il a combattu l'homosexualité. Il dit que ça ne peut pas aller. Tout le monde a vu. Est-ce que vous avez vu quelqu'un parler? Mais quelle pression le monde occidental et les banques mondiales et FMI ne mettaient pas sur les pays africains pour qu'on puisse développer l'homosexualité. Et vous voyez comment dans nos pays, ça a éclaboussé tout le monde. Donc, ces structures sociales aujourd'hui, nous devons comprendre la politique de la famille. Voilà. La Grèce antique était dans cette même déchéance. Et le roi grec Solon s'est levé, il allait en Égypte, il a vu le pharaon Bokoris et il a demandé un code social pour venir civiliser, humaniser la Grèce. Et c'est ça qui les a permis d'être un peu dans l'humanité. Quand vous connaissez l'histoire de la Rome et de la Grèce antique, il n'y a pas de débat. L'Afrique doit travailler à conserver ses structures sociales. Quand vous prenez les structures politiques, c'est là, par là que je vais terminer. Regardez les guerres aujourd'hui en Afrique. Regardez les États africains. Quand vous prenez nos pays, regardez les ministères. Vous allez rire. C'est les droits de l'homme par là, c'est les droits de l'enfant par là, c'est les femmes par là, c'est décentralisation par là, c'est le ministère des cultes par là. Bon, vous avez un ministère des cultes. Mais les vrais hôtels de vos pays, ce qui devait être un patrimoine résolument protégé, vous ne les protégez pas parce que vous êtes vous dites chrétiens ou musulmans. Mais quand vous prenez les chefs d'État africains, les autorités africaines, regardez les mains, c'est des bagues que les gens portent. Vous voyez, les gens ont des marabouts, les gens ont des pasteurs qui viennent faire des prières, tout le monde croit au sacré. Mais publiquement, qui va sortir dire il faut aller préserver telle grotte parce que c'est une grotte, nos ancêtres faisaient des sacrifices là-bas. L'État ne peut pas exister sans le sacré, sans le respect des institutions culturelles. La politique n'est pas ce que l'Occident nous a appris. La politique, c'est ce que nos ancêtres nous ont appris. Quand tu es le leader, tu es le président, tu es le roi, tu es le guide, tu dois être celui-là qui maîtrise aussi les cultes. Pour que du point de vue culturel, le spirituel, je n'aime pas ce mot-là, du point de vue culturel, du point de vue de l'imaginaire, vous ayez de l'énergie. Mais regardez aujourd'hui, avec les questions dites religieuses, regardez comment l'État africain est. C'est la franc-maçonnerie, c'est la Rose-Croix, c'est les différents sectes. C'est ça qui gère l'État africain aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous allez avoir des présidents en Afrique, ils sont africains de peau, hein, mais ils sont prêts à tuer leurs frères, à vendre leur pays. Parce que non, ils sont dans des sectes où ils ne sont plus responsables. On les manipule. Alors que ça ne devait pas être comme ça. C'est ce que la Chine, les pays asiatiques ont combattu. C'est pourquoi ils ont des leaders patriotes. Tu ne vas pas voir en Asie, un leader vient veut les libérer et ils vont vouloir les tuer. Mais regardez en Afrique, quand un leader vient pour libérer l'Afrique, si on ne l'a pas tué au nom de la religion, on va le tuer au nom de l'ethnie. Si on ne le tue pas au nom de l'ethnie, on va le tuer au nom des bords, des sectes bizarres. Si on ne le tue pas au nom de ça, on va le tuer tout simplement parce que l'Occident est venu prendre quelques Africains, leur donner de l'argent, les manipuler et ils vont leur dire de tuer leurs frères. Et eux aussi, on ne sait pas ce qu'ils vont boire, mais ils vont aller tuer leurs frères. Quand ils vont finir de tuer leurs frères, ils vont se rendre compte qu'ils ont gâté beaucoup de choses, mais ça ne nous donne jamais leçon. Regardez combien de présidents africains, combien de leaders
Africains on a tué à travers l'histoire. Mais ça ne donne jamais leçon aux Africains. Donc, c'est tout ça, la problématique de l'État et de la politique en Afrique. Et Cheikh Anta Diop en parle. On avait des structures politiques bien définies. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, il veut faire la politique parce qu'il veut avoir l'argent. Parce qu'il veut avoir des postes. Mais lui-même, il sait qu'il n'est pas il n'est pas disposé à diriger l'État. Et c'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, tous nos pays africains flottent. On va nommer des gens, ils n'ont même pas le sens des affaires de l'État. Mais ils veulent un poste. On a nommé lui là, il va aller prendre son quelqu'un, venir déposer. Mais ce n'est pas quelqu'un même qui a le sens de l'État. L'État, c'est quelque chose, c'est une énergie supérieure. C'est une vision supérieure. Mais en Afrique, on n'a pas ça. Et regardez nos gouvernements, regardez nos États. Ils sont en lambeaux, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le niveau. On nomme pas n'importe qui dans n'importe quel poste. Pour des questions d'État, il faut des gens qui sont aguerris, des gens qui ont la personnalité. Mais en Afrique, non, non, on nomme parce que c'est mon parent, c'est mon ami, c'est mon quelqu'un, on se connaît, des trucs comme ça. Et c'est pourquoi vous allez voir dans les négociations, vous allez voir des gens qui vont aller négocier en tenant compte de l'intérêt privé qu'ils vont avoir. Et c'est comme ça qu'on a vendu tous nos pays. Les présidents viennent, non, non, il y a des choses même on dit, il faut mettre dans mon compte en Suisse. Et c'est la Suisse là, c'est ton village. Combien de milliards des chefs d'État africains, des ministres, sont dans des banques occidentales? Dès que la personne meurt en Afrique, on bloque ces comptes-là. On a vu les comptes de Kadhafi. Dès qu'on a tué Kadhafi, les pays occidentaux se sont partagés tous les avoirs de la Libye. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas aujourd'hui le sens de l'État. Vous avez vu pendant la colonisation, les Babemba là se sont suicidés pour ne pas que l'homme blanc les touche. Les chefs d'État africains avaient compris, les rois avaient compris. Mais regardez aujourd'hui, par le biais des sectes que nous fréquentons, tu vas voir un chef d'État africain, même tu le regardes, tu te demandes, mais lui là c'est quoi? Regardez par exemple le président nigérien, le grand Nigeria. Son président va s'asseoir en Turquie, il tombe là-bas, du haut de son âge. Il va là-bas en plein hiver. Tu es chauve. Au pays, tu mets ton bonnet pour te couvrir la tête. Tu vas en Turquie en voyage, plein hiver. Tu as porté un manteau, mais tu laisses ta tête chauve. Tinubu était là, il tremblait, il avait froid. Il est tombé. C'est la honte de qui? C'est la honte de l'Afrique. Ce n'est pas la honte du Nigeria seulement. On va dire les nègres. Mais même pour s'arrêter devant le drapeau, pour les honneurs, c'est le président Erdogan qui est venu l'attraper comme ça, comme une statuette, le positionner. Tout le grand Nigeria. Voilà la honte que nos chefs d'État nous mettent. Mais on aurait pu désigner quelqu'un qui va le représenter, le président de l'Assemblée, une personnalité. Pour éviter ça, un grand pays comme le Nigeria, son président, ça va tomber à l'extérieur. On le relève. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas le sens de l'État. On n'a pas le sens de la responsabilité publique. On n'a pas le sens de la dignité de nos peuples. On fait ce qu'on veut parce qu'on veut l'argent, on veut nous faire voir. Comment quelqu'un qui est chauve peut aller en hiver en Turquie, circuler chauve là, et il a porté manteau. Pourtant, au pays, tu portais ton truc. Le froid qui frappait même sa tête du haut de son âge, il ne peut pas tenir. Mais si tu parles de ça, les Africains vont dire, ah, Dacier là, il insulte, il n'est pas humble. Bon, moi, je suis dans le monde maintenant, je vois des gens d'autres pays qui m'écoutent, qui n'ont rien à cirer avec tout ça. Ils apprécient. Donc, vous voyez, la question politique aujourd'hui de l'Afrique, comment on va refonder nos États? Et c'est pourquoi, avec les chefs d'État de l'AES, je dis toujours, il faut refonder l'État. Il faut refonder l'État. La démocratie, elle est où? Elle est où la démocratie? Regardez le monde occidental aujourd'hui. Est-ce que vous voyez le monde occidental, là, il y a la démocratie? Quand un président est contre quelqu'un, on peut aller le tuer. Puis on dit non, c'est au nom, il est en train de malmener son peuple. Vous avez vu ce qui est arrivé à Maduro? Voilà. C'est la démocratie comme ça du monde. Donc, nous, tant que nous n'allons pas restructurer nos États, on ne va pas pouvoir nous défendre. On ne va pas pouvoir nous défendre. Les gens veulent qu'on nomme les gens comme ministres, qu'on nomme les gens comme DG, même au sein même de l'armée. On ne doit pas prendre n'importe qui pour mettre au devant des troupes. On doit regarder la personne, l'observer. Est-ce qu'il a le sens même de la famille? Est-ce qu'il a la responsabilité familiale? Est-ce que c'est quelqu'un de responsable? Et on le met. Est-ce que c'est quelqu'un qui est patriote? On ne met pas n'importe qui pour qu'il puisse gérer les affaires d'État.
Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. Et à chaque fois, vous avez des dirigeants, des ministres, des DG, des militaires qui trahissent l'Afrique. Parce qu'ils n'ont pas le sens de la responsabilité de l'État. Donc, Cheikh Anta Diop nous interpelle sur la restructuration politique de l'Afrique, la refondation de nos États en fonction de nos réalités historiques. Regardez l'Asie. C'est pourquoi Mao, qui a tellement lu Marx, mais Mao aussi a lu le monde occidental. Mao a compris qu'il faut revenir sur soi et c'est pourquoi Mao a instauré une révolution culturelle. Regardez la Chine aujourd'hui. Regardez le niveau technologique de la Chine. Regardez le niveau culturel de la Chine. Mais que font les présidents africains? Que font les présidents africains? Donc, nous ne pouvons pas nous en sortir si nous ne quittons pas les caricatures du monde occidental. Il faut une assemblée nationale, il faut des députés. Non, on a une expérience humaine. Qu'est-ce qu'on peut puiser en nous pour réorganiser nos États? Voilà la question. Et il ne suffit pas d'aller étudier sciences politiques ou bien d'aller faire philosophie politique pour venir faire ça. Non. Il suffit de comprendre l'histoire et la culture africaine. La Chine a lu bien Marx, mais la Chine n'a pas utilisé Marx pour se construire. La Chine s'est inspirée de Marx. Et c'est pourquoi Mao a dit, la révolution chinoise sera paysanne ou ne sera pas. Parce que la Chine n'avait pas encore d'industrie et n'avait pas d'ouvriers pour faire une révolution ouvrière. C'est ça, on dit, quelqu'un a lu quelqu'un. Il a compris Marx et il a, parce qu'il a su l'exploiter dans lui, son contexte chinois. Mais regardez les intellectuels africains. Beaucoup ne connaissent même pas l'Afrique. Beaucoup ne prennent même pas le temps d'aller au village comprendre les structures. Beaucoup ne comprennent même pas l'organisation politique de l'Afrique. Prenez les masques. Regardez le message que les masques nous donnent en Afrique. Regardez même la peinture sur les masques, les formes, les symboles sur les masques. Mais regardez aujourd'hui, quel est le pays africain qui protège ces masques? Non. Donc, voici en tout cas ce que Cheikh Anta Diop nous interpelle à faire à travers Nation et Agriculture, parce que c'est l'ouvrage fondamental. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de cet ouvrage afin que les jeunes commencent à se préparer. Voilà, on parle des chefs d'État africains, on les critique certes, mais ce n'est pas à eux de construire toute l'histoire seule. Chacun doit jouer sa partition. Et chaque jeune africain doit commencer à se préparer, parce que demain, c'est une question de génération. Quand votre génération va arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Mais si vous n'êtes pas outillé, vous ne vous êtes pas débarrassé de tous ces scories qu'on a mis dans votre tête, vous n'allez pas comprendre que le fond existe quelque part. Et c'est pourquoi il faut lire Cheikh Anta Diop. Parce qu'en lisant Cheikh Anta Diop aussi, vous cultivez. C'est en même temps l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique, la philosophie. Cheikh Anta Diop a cette gymnastique intellectuelle qui vous permet de vous construire une personnalité intellectuelle aussi. Donc, voici ce qui est de cette affaire de moi, Cheikh Anta Diop. Mais avant de terminer, je voulais vous présenter l'ouvrage d'un compatriote, Yoporeka Somé. Il est égyptologue. Il a publié un ouvrage, Lire Cheikh Anta Diop. Donc, avec cet ouvrage, une approche thématique. Donc, avec cet ouvrage de Yoporeka Somé, voilà, vous pouvez en tout cas comprendre aussi l'œuvre de Cheikh Anta Diop. C'est un ouvrage qui est très facile à lire. C'est un ouvrage qui est accessible. Et vous allez comprendre maintenant, à travers les thèmes, de la manière dont il a traité, vous pouvez avoir une plus grande information sur Cheikh Anta Diop. Si vous n'avez pas les ouvrages de Cheikh Anta Diop, si vous avez cet ouvrage-là seulement, vous pouvez comprendre Cheikh Anta Diop parce qu'il a étudié Cheikh Anta Diop thème par thème et ça va vous permettre, ceux-mêmes qui veulent donner des cours à leurs étudiants, ceux-là même qui veulent donner des exposés, cet ouvrage sera très bien parce qu'il aborde Cheikh Anta Diop thème par thème. Donc, vous pouvez en tout cas le chercher. C'est un égyptologue burkinabé, Yoporeka Somé, qui est actuellement au Kenya. Il enseigne là-bas, voilà, dans le centre pour la Renaissance africaine. Donc, ceux qui sont au Kenya, vous pouvez chercher aussi à voir Yoporeka Somé. Voilà. Maintenant, il y a un autre ouvrage, beaucoup s'interrogent sur la question de l'esclavage. Ça, c'est de Aboubakri Moussa Lam. C'est en tout cas un doyen de l'égyptologie africaine.
c'est un Sénégalais. Voilà, il a écrit l'esclavage a-t-elle existé en Égypte. Voilà, l'Égypte ancienne a-t-elle connu l'esclavage? Voilà, donc cet ouvrage aussi peut vous éclairer sur les questions de l'esclavage. Parce qu'on pense que l'Afrique a connu l'esclavage, même les Européens justifient cela. Mais bon, il y a en tout cas un débat là-dessus, mais il faut savoir que du point de vue anthropologique, l'Afrique n'a pas connu l'esclavage parce que les structures sociales africaines ne sont pas des structures, en tout cas de déshumanisation. Et l'autre argument, il faut savoir que dans les civilisations africaines, depuis la Nubie, depuis l'Éthiopie, depuis l'Égypte antique, l'Afrique n'a pas connu de prison. Donc une société qui n'a pas connu de prison ne peut pas institutionnaliser l'esclavage. Parce que la prison déshumanise. C'est pourquoi en Afrique, quand on parle de prison, les gens trouvent que c'est une déshumanisation, c'est une honte. Voilà. Donc cet ouvrage va vous permettre en tout cas de comprendre un peu ces débats. Donc voici ce qu'il y a à propos du mois Cheikh Anta Diop. Je ne serai pas trop long. Je pense que en tout cas j'ai dit l'essentiel. C'est pour que tout un chacun puisse prendre conscience. Nous n'avons pas autre combat à mener que de mener un combat culturel. Et ce combat culturel va nous permettre de nous libérer et d'éduquer nos enfants. Voilà. D'éduquer nos enfants parce que nos enfants ont besoin d'être édifiés dans ce monde où il n'y a plus de valeur. Mais si on repart calmement dans notre monde africain, on pourra aider nos enfants à se reconstruire parce que nous, on a eu la chance d'écouter nos grands-parents, de voir certains vieux, de fréquenter le village quand le village était village. Mais aujourd'hui, les enfants, c'est la télévision qui les forme, c'est les médias et vous voyez tout ce qu'il y a comme désordre. Bon, les femmes aussi, il appartient aux femmes africaines de se lever et de créer un mouvement pour reconstituer la famille africaine. Nous sommes des hommes, il faut être honnête. Ce que l'Occident nous propose, ça ne peut pas régler le problème de la famille. Ça ne peut pas gérer la femme. Voilà. Donc, à chacun maintenant de voir et de chercher à comprendre. Et les femmes peuvent lire cet ouvrage-là, l'unité culturelle de l'Afrique noire, le domaine du patriarcat et du matriarcat. Vous allez comprendre les questions de la femme et le rôle que la femme africaine a joué et comparativement à la femme européenne. Donc, merci à vous. En tout cas, j'ai été long, mais en tout cas, il le fallait. Voilà, c'est moi, Cheikh Anta Diop. J'essaierai de voir, en tout cas, ce que je peux apporter encore pour qu'on puisse avancer dans le débat. Merci à vous. Partagez la vidéo et invitez vos amis à vous abonner sur ma page. Merci bien. Bonne soirée.